la partie A est égale à l'ensemble des 2n moins 1 sur 2n plus 1, tel que bien sûr est appartenant à n. Donc la première chose à faire, c'est de montrer que cet ensemble A est non vide. Et bien sûr, A est différent de l'ensemble vide, car il suffit de donner à n une valeur. Par exemple, pour n égale à 0, on a moins 1 appartenant à A. Il suffit de donner n égale à 0. Par cette définition, A aussi est une partie de R. Donc, A est une partie de R non vide. Maintenant, pour montrer qu'elle admet une borne supérieure et une borne inférieure, il suffit d'essayer de voir que A est majeur. Et bien sûr, on remarque que déjà 2n moins 1 et 2n plus 1 sont ordonnés de la façon suivante. 2n moins 1 étant inférieur ou égal à 2n plus 1 pour tout n appartenant à 1, donc 2n moins 1 sur 2n plus 1, il est inférieur ou égal à 1. On peut aussi voir que pour tout n appartenant à n, 2n moins 1 sur 2n plus 1, soit en faisant la division euclidienne, soit en procédant de cette façon aussi simple de montrer ou bien d'écrire que, donc voilà, 2n plus 1 moins 2, c'est 2n moins 1, sur 2n plus 1, elle est égale à 2n plus 1 sur 2n plus 1 et moins 2 sur 2n plus 1. Ce nombre n'est rien d'autre que 1 moins 2 sur 2n plus 1. Donc, de cette façon, on peut montrer à la fois que A est majoré et mélangé. Ainsi, et pour tout n appartenant à n, on a 1 moins 2 sur n sur 2n, plus 1, elle est inférieure à moins 1. Pourquoi? Parce que ce nombre 2 sur 2n plus 1 est strictement positif. Retrancher un nombre en nombre 1, donc il est inférieur strictement à 1. Donc, quel que soit x appartenant à A, parce que les éléments de A, ça s'écrit 2n moins 1 sur 2n plus 1 et 2n moins 1 sur 2n plus 1 égale ce nombre. Donc, quel que soit x appartenant à A, x inférieur strictement à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est majoré. Donc, A est majoré. A est majoré comme partie par 1. Étant une partie non vide de R, est majoré, donc A a une borne supérieure. Maintenant, cette borne supérieure, vu cette inégalité, on peut conjecturer que c'est 1. Donc, pour montrer que la borne supérieure est égale à 1, soit on va essayer de trouver 1 à chaque fois que j'ai 1 prime qui est inférieur strictement à 1, de trouver un nombre inférieur strictement à m qui est 1 et supérieur strictement à une prime, ou bien on va procéder par l'option. Montrons que le sub de A, elle est égal à 1.
Donc, première méthode. Donc, la première méthode, comme j'avais déjà dit, par l'absurde. Par l'absurde. Donc, on suppose que 1 n'est pas la borne supérieure. Ça veut dire qu'il existe un M qui appartient à R, tel que il existe un M qui appartient à R, tel que le M est un majoron de A. Donc R, bien sûr, est un majoron de A. Alors, et bien sûr, M est un majoron de A, et M inférieur strictement à 1. Parce qu'on vous montrait que 1, c'est la borne supérieure de A par l'absurde. Elle est déjà un majoron. Montrer que c'est la borne supérieure, ça veut dire que c'est le plus petit des majorons. Donc, dire que 1 n'est pas le sucre de A, ça veut dire qu'il existe un majoron de A qui est plus petit que 1 strictement. Alors, quel que soit n appartenant à n, 2n moins 1 sur 2n plus 1, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, en fait, quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à n, les éléments de A, c'est ce qui comme ça. Ou encore, quel que soit n appartenant à n, on a déjà montré que ce nombre, pardon, est égal à celui-là, donc c'est 1 moins 2 sur 2n plus 1, elle est inférieure ou égale à n. Et ceci n'a rien d'autre que, c'est-à-dire que 1 moins m, elle est inférieure ou égale à 2 sur 2n plus 1. Encore, d'où le n, pardon, est inférieur strictement à 1, donc ce 1 moins n est strictement positif. Donc cette propriété est équivalente, bien sûr, pour tout n appartenant à n. Ici, or, pour tout n appartenant à n, on a la chose suivante. 1 moins m inférieur ou égal à 2 sur 2n plus 1, elle est égale à, donc ceci est équivalent à 1 moins m étant strictement positif, 1 inférieur ou égal à, 2n plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 1 moins 1. Ceci équivaut à 2n inférieur ou égal à 2 sur 1 moins m moins 1, ou encore n inférieur ou égal à 1 sur 1 moins m moins 2. Puisqu'on a montré donc, si on suppose que 1 n'est pas la borne supérieure, on a montré la chose suivante. Donc, quel que soit n appartenant à n, n inférieur ou égal à 1 sur 1 moins n moins 2. Et ceci veut dire quoi? Ce nombre étant un nombre réel qui majore n, ça veut dire que n est majoré. C'est-à-dire que n, l'ensemble de n, est majoré. Chose qui ne peut pas se produire parce que nous avons déjà dit en conséquence du fait que R est archimédien que n ne peut pas être majoré. Donc c'est absurde. Absurde. Donc ce que nous avons supposé faux, ça veut dire
que la borne supérieure de, donc, la borne supérieure de A, elle est égale à 1. Maintenant, la deuxième ou bien la seconde méthode, toujours pour montrer que 1 est la borne supérieure de A. Eh bien, on va utiliser utilisation du propriété caractéristique. De la borne sup. Et qu'est-ce qui dit cette propriété? Dire que 1 égale à la borne supérieure de A, ceci équivaut à, on a déjà montré que 1 est un majeur, quel que soit x, la première propriété que nous avons déjà lue par avant, quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à 1, on a déjà montré cette propriété. La seconde, c'est que pour tout epsilon positif, on peut trouver un x qui appartient à A, tel que 1 moins epsilon inférieur strictement à ce x. Et bien sûr, dire que pour tout epsilon, il existe un x tel qu'on a 5x de A, ça veut dire que or 2 est équivalent à, donc le 1 déjà montré, je vais montrer celle-ci. Or, ce 2 est équivaut, il est équivaut à, quel que soit epsilon positif, il existe un n qui appartient à n, tel que 1 moins epsilon inférieur strictement à 2n moins 1 sur 2n plus 1. Et bien sûr, comment nous allons montrer ça? On va fixer un epsilon strictement positif. Avec soit epsilon strictement positif. Donc, déjà, on sent l'idée de la démonstration. Dans ce cours, la propriété que nous donne l'existence, c'est la propriété d'Archimède. Donc, nous allons essayer de l'utiliser une fois. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire si je veux montrer ça? C'est comme je suis en train de montrer une équation, de résoudre une équation dans n. Alors, pour tout n appartenant à n, alors, tout n appartenant à n, on a 1 moins epsilon inférieur strictement à 2n moins 1 sur 2n plus 1. Ceci équivaut à, donc je suis en train de chercher le n, 1 moins, ou bien dn qui vérifie ça, 1 moins epsilon, elle est inférieure strictement toujours la première inégalité, elle est très intéressante dans cet exercice. Donc, équivaut à, et je précise qu'on va chercher un n qui vérifie ça. Ça veut dire en quelque sorte, on va résoudre cette équation en n. Donc, équivaut à, donc je vais simplifier par n, donc moins epsilon, inférieur strictement à moins 2 sur 2n plus 1. Je vais simplifier aussi, ou bien multiplier par moins 1. Cette inégalité devient 2n sur 2n plus 1 inférieur strictement à epsilon. Donc, je suis en train de résoudre encore une fois une équation dont l'inconnu c'est n, qui appartient à n. Donc, équivaut à, ce nombre étant positif, je peux écrire, ou bien cette proposition, elle est équivalente à 2 sur epsilon. Le epsilon aussi étant positif, est inférieur strictement à 2n plus 1. Ceci, il est équivaut à 2 sur epsilon moins 1 inférieur strictement à 2n. Et voilà, j'ai les éléments de n qui vérifient pardon d'une équation en possible. Donc, je multiplie par 2, j'obtiens ici 1 sur epsilon moins 1 demi inférieur strictement à 1. Et voilà,
trouver un n qui vérifie ça, il est équivalent à ce que ce n vérifie ça. Eh bien, pourquoi cette propriété est assurée eh bien, par la propriété d'Archimède. Or, R étant archimèdien, ou bien vérifier la propriété d'Archimède, alors, pour ce epsilon que j'ai déjà fixé, alors pour epsilon fixé, je vais prendre le B du corollaire premier de ce cours, bien de ce chapitre que j'ai déjà cité, pour epsilon supérieur de moins 0, 1 sur epsilon moins 1,5, c'est un nombre réel, d'où elle existe un n qui appartient à n tel que 1 sur epsilon, ça c'est le b d'une conséquence précédente, inférieure strictement à n. Et bien sûr, vu ces équivalences, cette propriété, cette inégalité, elle est équivalente à celle-ci. Mais en fait, c'est ça ce qu'on cherche. Tel que, alors, ce n, alors, je peux même conclure, quel que soit epsilon positif, ce n qui vérifie ça, donc il vérifie ça. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un x qui appartient à A. C'est quoi ce x sur ce x, elle est égale à 2n moins 1 sur 2n plus 1. C'est quoi ce n? C'est ce nombre qui existait ici, d'après la propriété d'Archimède. Tel que 1 moins epsilon inférieur strictement à x. Donc, on a vérifié cette propriété. Bon, encore une fois, par cette méthode, le sup de A, elle est égale à 1. Maintenant, il me reste à chercher l'inf de A. Donc, cherchons l'inf de A. Bien sûr, s'il existe. On a déjà montré que A est non-vide, une partie de R aussi. Pour montrer qu'elle admet l'inf, une borne inférieure, il suffit de montrer qu'elle est minorée. Sinon, elle n'admettra pas d'inf. Donc on sait que, toujours d'après la première partie, on sait que, quel que soit n appartenant à n, 2n moins 1 sur 2n plus 1, elle est égale à 1 moins 2 sur n plus 1. Et on a ici la réponse, ça veut dire qu'on a le fait que A est minoré. Pourquoi? Car, or, pour tout n qui appartient à n, on a, bien sûr, n plus 1 elle est supérieure ou égale à 1, entraîne que 1 sur n plus 1 elle est inférieure ou égale à 1. Et bien sûr, elle est positive stricte. Je vais utiliser ça. Ce qui entraîne aussi, on a même une équivalence, ce qui entraîne que 2, 0 inférieur strictement à 2 sur n plus 1 inférieur ou égal à 2. Et alors, moins 2 est inférieur ou égal à moins 2 sur n plus 1, moins 2 sur n plus 1. Et bien sûr, ce terme, elle est négatif. Je n'aurai pas besoin de ça. Ce qui entraîne que je vais ajouter un 1 moins 2 inférieur ou égal à moins, 1 moins 2 sur n, 1 moins 2 sur n plus 1. Et voilà. Ça veut dire que
quel que soit n appartenant à n, 2n moins 1 sur 2n plus 1, qui n'est rien d'autre que ça, et ce nombre est supérieur ou égal à moins 2, ça veut dire elle est supérieure ou égale à moins 1. Ça veut dire quoi? Ou encore, quel que soit x appartenant à A, parce que les éléments de A sont là, ce sont des éléments qui s'écrivent comme ça, x est supérieur ou égal à moins 1. Et cette proposition veut dire que tout l'ensemble A est minoré par moins 1, le nombre n moins 1. Maintenant, A étant non vide, il est minoré par moins 1, c'est une partie de R, donc elle a une porte inférieure. Et nous avons déjà dit dans une remarque précédente, la première chose à faire est essayer de remarquer est-ce que celui-là appartient à l'ensemble A. Je tiens juste à préciser que dans le cas précédent, lorsqu'on cherchait la borne supérieure, le 1 n'appartenait pas à A. Parce qu'il fallait essayer de voir est-ce que le 1 appartient à A. Le 1 n'appartient pas à A, car on a montré que quel que soit x appartenant à A, le x inclut strictement à 1. Donc, le nombre 1, c'est un majorant, mais il n'appartient pas à A. C'est pourquoi on a pensé à une démonstration soit par l'absurde, soit en utilisant la propriété caractéristique de la borne supérieure. Maintenant, dans ce cas, dans cette situation, pardon, avant de passer à la caractérisation ou bien une autre démonstration, par exemple, par l'absurde, par exemple, on va essayer de voir est-ce que ce moins 1 appartient à A. Et bien sûr, lorsqu'on a déjà montré que le A est vide, on a déjà montré, que moins 1 appartient à A. On a pris, je rappelle, n égale à 0. Pour n égale à 0, j'aurai moins 1 sur 1 égale à moins 1. Donc, puisque c'est un élément de A et c'est un minorant, le minimum de A, c'est moins 1. Et alors, dans ce cas, la borne inférieure de A n'est rien d'autre que moins 1. Voilà, donc on termine avec cet exemple. On passe à un autre exemple. Donc, le deuxième exemple, on va prendre ce A égale l'ensemble des x plus 1 sur x, tel que bien sûr x appartient à R et x est positif strict. X est positif strict. On peut prendre carrément l'ensemble A, c'est l'ensemble des x plus 1 sur x tel que x appartient à la droite, ou bien x plus 1 sur x tel que x appartient à R, x négatif. Ça serait, essayer de faire ça comme exercice. Bien, la première chose à faire pour chercher, pour montrer que A a une porte supérieure ou inférieure, est de remarquer que A est non vide. Bien sûr, est non vide. Pourquoi? Car il suffit de prendre un x qui appartient à R, de calculer cette somme et de trouver la chose suivante. 1 plus 1 appartient à A. Le x, elle est égale à 1, c'est un élément de R. Et elle est positive, bien sûr. C'est-à-dire, le 2 appartient à A. Donc, A est non vide. Par sa définition, A est inclus, et bien sûr, est inclus dans R. C'est une partie de R par la définition de A. Maintenant, pour montrer qu'il a une borne supérieure ou inférieure, donc nous allons commencer par, comme déjà, par la borne supérieure. Est-ce qu'il existe? Eh bien, le x plus 1 sur x, cette partie déjà, par cette définition, elle contient un nombre réel. Je prends un nombre réel positif auquel j'ajoute un nombre réel
qui est 1 sur x en inverse. Remarquons ça, et en utilisant le fait que R n'est pas majoré, on a déjà la réponse, ou bien on a déjà la borne supérieure, ou bien un renseignement, une information sur la branche. Donc, par acquère, donc maintenant, par acquère, quel que soit x appartenant à R avec x positif et x positif, on a la chose suivante. Donc je peux noter ça comme ça. Nous allons rappeler les intervalles. R plus étoile, 0 plus l'infini. On n'a pas encore défini les intervalles, je viens de parler des intervalles, mais vous connaissez déjà cet intervalle, c'est un intervalle de R. C'est 0 plus l'infini sur ensemble, former des éléments des réels qui sont strictement positifs. Quel que soit x positif, x plus 1 sur x est supérieur strictement à x. Donc, ce renseignement nous dit que cette proposition, cette remarque, nous informe sur le fait que peut-être A n'a pas de borne supérieure. Pourquoi? Alors, A n'est pas borné, n'est pas majoré. N'est pas majoré. En effet, car sinon, il va exister un M qui appartient, il va exister un grand M qui appartient à R, et quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à R. Donc je vais choisir un y par les éléments de A, c'est ce qui prend x plus sur x. Je peux prendre même x, je vais choisir le y. Voilà. Ça veut dire quoi? Donc, dès qu'on a ça, quel que soit y appartenant à A, y égale à M, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il existe un M qui appartient à R, pardon, tel que dire que y appartenant à A, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, le x plus 1 sur x, elle est inférieure ou égale à m. Ça veut dire quoi? Puisque le x, elle est inférieure strictement à x plus 1 sur x pour tout x positif, on aura la chose suivante. Où il existe un m qui appartient à R, tel que quel que soit x qui appartient à 0 plus l'infini, ça veut dire un réel strictement positif, on aura la chose suivante. X inférieur strictement à R. Ou encore, il existe un M qui appartient à R, tel que, quel que soit N qui appartient à n étoile, l'aurait n inférieur strictement à n. Parce que le n étoile, c'est une partie de 0 plus l'infini. D'où il va exister un m qui appartient à R, tel que, quel que soit n, je peux dire la chose suivante, de n inférieur strictement à n. Eh bien, pourquoi on a fait entrer le 0? Eh bien, parce que, pourquoi on a le droit? Eh bien, parce que ce n qui est supérieur strictement à n'importe quel n qui appartient à l'étoile, il est strictement positif. Étant strictement positif, donc il est supérieur strictement à 0 aussi. Et ceci, ça veut dire quoi? Tous les éléments de L sont inférieurs strictement à un réel donné. N est donc majoré. Et voilà ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Ainsi, en supposant que
A est majorée, elle est là, A est majorée, on a trouvé que N est majorée, ce qui est absurde. Donc A est majorée. Donc, la partie A, il y a l'ensemble A, ce l'ensemble A est non majoré. Et déjà, dans une émission précédente, si A est non majoré, donc il n'avait pas de borne supérieure, donc et alors A n'admet pas de borne supérieure. Et bien sûr, dans R. N'admet pas de borne supérieure dans R. On dit parfois, on a déjà dit, que le sup de A, elle est égale à plus l'infini. Maintenant, essayons de chercher l'inf de A, s'il existe bien sûr. Est-ce qu'il existe? Donc, on a déjà montré que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, le x plus 1 sur x est supérieur strictement à 0. Donc A est une partie minorée par 0. Étant une partie minorée, donc c'est une partie qui a l'élément vide de R, pardon, l'élément vide en R, et la met une borne inférieure. Maintenant, la borne supérieure peut être qui ou bien le nombre auquel on peut penser d'être une borne inférieure, c'est celui-là. Mais attention, ce x plus 1 sur x, ce x est positif, et le 1 sur x est positif, donc on n'arrivera jamais à 0, comme nous allons le montrer. Or, quel que soit x, bien pour tout x, pour tout x positif, on a, pour tout réel positif, on a x plus 1 sur x, plus 1 sur x, elle est égale à la racine carrée de x au carré, plus 1 sur la racine carrée de x tout au carré. Pourquoi j'écris cette égalité comme ça? Parce que déjà, j'ai la somme de deux carrés, et la somme de deux carrés, elle est toujours supérieure au produit. Pourquoi? Elle est égale, je peux écrire comme ça, c'est la racine de x plus 1 sur 2, la racine de x tout au carré, voilà, moins 2 fois la racine de x fois 1 sur la racine de x, pardon. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé le fait que pour tout A et B en R, A carré plus B au carré, elle est égale elle est égale à A plus B, le tout au carré, moins 2AB. Donc, ça vient de l'identité en carré, A plus B au carré, A plus B, le tout au carré, elle est égale à A au carré, plus B au carré, plus 2AB. Donc, A carré plus B au carré, elle est égale à A plus B le tout au carré, et bien, moins 2A. Elle est égale à la racine de x plus 1 sur 2 fois la racine de x, le tout au carré, et bien sûr, moins 2. On a alors montré la chose suivante. Le x plus 1 sur x égale à ça. Et la racine de x plus 1 sur 2 fois la racine de x, le tout au carré, étant supérieur ou égal à 0. Je peux même écrire ici
parce que je vais montrer que celui-là, ce nombre, en retrangeant le 2, pardon, ça sera supérieur ou égal à moins 2. Ça veut dire que ce nombre est supérieur ou égal à moins 2, mais on l'a déjà, ce nombre est supérieur ou égal à 0. Donc, écrire cette égalité comme ça, peut-être, ne donnera pas une indication, bien un bon renseignement sur la borne supérieure. C'est pourquoi je vais utiliser une autre égalité, à savoir celle-ci. Plus, pourquoi on a cette propriété? Eh bien, parce que on a une autre identité remarquable. A carré plus B carré, il est égal aussi à A, cette fois-ci, moins B, le tout au carré, plus 2AB, et ceci pour tout A et B de R. Cette égalité, c'est exactement cette identité remarquable, ou bien il est équivalent à cette identité remarquable. C'est A au carré, plus B au carré, et moins 2AB. Donc, A carré plus B carré, elle est égale à A moins B, le tout au carré, plus 2AB. Donc, c'est mieux d'utiliser ça pour trouver la chose suivante. Donc, elle est égale, encore une fois, c'est la racine de x, moins 1 sur 2, la racine de x, le tout au carré, plus 2. Donc, et on a aussi la racine de x, moins 1 sur 2, la racine de x, le tout au carré, elle est supérieure ou égale à 0. Et alors, la racine de x moins 1 sur 2 fois la racine de x au carré plus 2, elle est supérieure ou égale à 2. Ça veut dire quoi? Quel que soit x positif, on a pris un x strictement positif. Vu cette égalité et cette inégalité, on aura x plus 1 sur x, elle est supérieure ou égale à 2. Voilà donc, on a exilé un autre numéro qui est plus grand que 0. Maintenant, est-ce que ce 2 appartient à 1? Ça veut dire, est-ce que ce 2 est un binomial, est le plus petit élément? Si c'est le cas, le 2 sera d'abord inférieur. On remarque que, ou bien on a déjà montré que 2 appartient à 1. Or, d'où 2 est un minorant de A, plus 2 appartient à 1. On l'a déjà prendre x pour x égale à 1, pour x égale à 1, on aura 1 plus 1 sur 1, 1 plus 1, c'est 2. Pour x égale à 1. D'où le 2, elle est égale, ou bien c'est le minorant, c'est le plus petit élément, c'est le min de A. Donc le min de A, ce n'est pas un minorant, c'est le plus petit des minorants, c'est le plus grand des minorants, il appartient à A. Donc étant le min de A, donc l'inf de la partie A, elle est égale à 2. Eh bien, donc on a montré que notre partie A est non majorée, donc on n'admet pas de borne supérieure, et sa borne inférieure, c'est son plus petit élément, c'est 2. Donc, comme je l'avais déjà dit, les démonstrations sont là. Voilà donc, pour le premier exemple de la partie A, 2n qui est égal à 2n moins 1 sur 2n plus 1. Quant à au deuxième exemple, la partie A qui est égale à ensemble des x plus 1 sur x, tel que x appartient à 0 plus infini ouvert. Donc voilà, les démonstrations sont là. À titre d'exercice, vous pouvez étudier les bornes supérieures et inférieures de cet ensemble B. C'est l'ensemble des x plus 1 sur x. C'est exactement, ils ont la forme des éléments de A, mais à cette fois-ci, le x appartient à R étoile moins, ça veut dire que c'est un nombre strictement négatif.
quelques propriétés, je vais les donner par la suite. Donc pour tout x, donc comme j'avais déjà dit dans l'introduction de cette partie, de cette leçon, les parties qui restent, ce sont les concepts de parties entières d'un nombre réel et les nombres décimaux, puis le fait que Q et R moins Q sont denses dans R. Pour la partie entière, on a la définition est déduite à partir de la proposition suivante. Pour tout nombre réel x, il existe un seul, ça veut dire un unique entier relatif P, tel que P inférieur ou égal à x, inférieur strictement à P plus 1. Deuxième chose, ce P s'appelle la partie entière de x, il est unique, on le note, ou bien on la note comme partie entière par E de x, ou entre crochets x. Le x moins e de x que je trouve là, elle est là. Le x moins e de x, il dit la partie décimale de x. En fait, pourquoi il est décimal? Parce qu'il est compris entre 0 et 1. Pour la démonstration, elle est là. Essayons de la lire ensemble. Elle est un peu lourde, pardon, donc je vais essayer de la refaire. Pour la démonstration, donc je vais prendre un x qui appartient à R, soit alors x appartient à R. Je l'ai déjà signalé, je vais le répéter. Dire il existe un n ou bien un p qui appartient à n ou bien à z, ou il existe un p qui appartient à z. Donc ce problème d'existence des entiers, généralement, il est assuré par la propriété d'Archimède. Donc voilà. Mais je cherche un z ou bien un p appartenant à z tel que p inférieur ou égal à x inférieur strictement à p plus 1. Pour la propriété d'Archimède, le p qui existe dans n, elle vérifie cette propriété. P est supérieur strict à x ou bien à y pour tout y qui appartient, ou bien b, quel que soit b appartenant à R, on l'a déjà écrit comme conséquence. Il existe un n qui appartient à n, tel que le n est supérieur strictement à r. Alors qu'on a ici un x quelconque, et vous trouvez un nombre entier relatif tel que p inférieur ou égal à x. Donc l'idée est simple, cette propriété est équivalente à moins p, elle est supérieure ou égale à moins x, elle est supérieure strictement à moins p moins x. Ce qui est intéressant pour nous, c'est ça. Ainsi, si ce p appartient à z de moins, ça veut dire qu'il est négatif. Voilà, le moins p appartient à n. Et en regardant cette inégalité, elle ressemble en quelque sorte à celle-ci. D'où l'idée de choisir au lieu de x, à la place de b, le moins x. Et on a l'existence d'un entier. Alors, le moins x appartient à n. D'où, et selon la propriété d'Archimède, la propriété, encore une fois, d'Archimède, il existe un n qui appartient à n cette fois-ci, tel que le n est supérieur strictement à moins x. Ou il existe un n qui appartient à n, tel que n supérieur ou égal à moins x. Donc, je veux, moi, un élément qui appartient à z qui vérifie ça, je vais multiplier par moins 1. Ou encore, il existe un n qui appartient à z, ou bien un m qui appartient à z, tel que le m inférieur ou égal à x. Donc, comment on arrive à ça? Je l'ai déjà dit, je vais multiplier par
moins 1, je vais le refaire ici. Il existe un n qui appartient à n, tel que moins n, elle est inférieure ou égale à x. Donc je multiplie par moins 1. Donc, si je prends cet ensemble-là, l'ensemble des n qui appartient à z, pourquoi on a pensé à z? Parce que dans la propriété, ça veut montrer que le P appartient à z. Deuxième chose, c'est que cet ensemble n tel que n inférieur ou égal à x, ou bien m inférieur ou égal à x, serait non vide. Et cet élément, lorsque n appartient à n, moins n, on n'est pas sûr qu'il appartient à n. Le seul cas auquel on a cette appartenance, c'est le n égale à 0. Mais on est sûr que cet ensemble-là est non vide. Donc, si on pose, si on prend, si A, l'ensemble A est égal, alors on a la chose suivante. Premièrement, A est différent de vide, car ce nombre qui appartient à Z lui appartient, car, donc je vais changer un peu la notation, je vais prendre par exemple M aussi, pour dire que moins N appartient à cet ensemble, ce moins N qu'on a trouvé. Deuxième chose, c'est que A, par définition, est une partie de Z. Donc A est une partie de Z. Bien. Puisque c'est une partie de Z, de plus, quel que soit M appartenant à A, on a M inférieur ou égal à M inférieur ou égal à X. Donc, j'ai deux façons de continuer, soit d'utiliser la borne supérieure dans R, soit d'utiliser le fait que une propriété que nous avons déjà citée, c'est que toute partie de Z qui est majorée admet un plus grand élément. Et voilà donc, tout A est majoré par X étant d'où ce A admet un plus grand élément. Un plus grand élément. Et ce plus grand élément peut-être qui vérifiera la propriété bien énoncée de la proposition que nous avons lue tout ensemble. Bien. Pardon, que nous avons lu tout ensemble. Un plus grand élément, soit P est égal au maximum ce plus grand élément. On a donc la chose suivante. Premièrement, P appartient à Z. Pourquoi? Parce que c'est le max de A. Et les éléments de A, ce sont les éléments de Z. Deuxième chose, quel que soit X appartenant à A, P inférieur ou égal à X, parce que P, elle appartient à Z, et P, c'est un élément de A, donc P inférieur ou égal à X. Deuxième chose, P plus 1, P plus 1, c'est un élément qui est supérieur strictement à P. Ce sont deux éléments de Z, celui-là est supérieur strictement à celui-là. Étant le maximum de A, ceci entraîne que P plus 1 n'appartient pas à A. Ça veut dire quoi? Dire que P plus 1 n'appartient pas à A, ça veut dire que P plus 1 fois X, pardon, P plus 1, elle est supérieure strictement à X. Parce que les éléments de A, elles vérifient, M, ce sont des entiers qui sont inférieurs à X. On a donc la chose suivante. Donc, il existe un P qui appartient à Z, tel que P inférieur ou égal à X inférieur strictement à P plus 1.
Ainsi, on a montré l'existence. Il nous reste à montrer l'unicité. L'unicité de ce P. Unicité. Eh bien, si je prends, donc pour l'unicité, généralement, on la fait par l'absurde. Généralement, on la fait par l'absurde. Donc, soit P, mais supposons qu'il existe un Q qui appartient à Z, tel que, donc, premièrement, Q inférieur ou égal à X inférieur strictement à Q plus 1. Deuxièmement, Q différent de P. Donc, puisque ce P et ce Q jouent de rôle symétrique, je peux les ordonner. Je peux prendre Q inférieur strictement à P, comme je peux prendre P inférieur ou égal à Q. Donc, supposons par exemple que Q inférieur strictement à P. Alors, on a la chose suivante. Le Q inférieur strictement à P, donc le Q inférieur strictement, elle est inférieure à X, et le X inférieur strictement à P plus 1. Alors, Q plus 1, elle est inférieure à P. Pourquoi? Parce que celui-là est un entier et celui-là est un entier. Donc, si j'ajoute un entier, 1 étant inférieur strictement à un autre entier, j'ai peut-être l'égalité. Donc, c'est inférieur ou égal. On a donc, d'après cette inégalité, le X est supérieur ou égal à Q, inférieur ou égal à X, inférieur strictement à Q plus 1, et ce Q plus 1, elle est inférieure ou égale à P. Mais ce X-là, elle vérifie aussi ça. Or, le P inférieur ou égal à X, j'aurai la chose suivante. P inférieur ou égal à X, mais le X étant inférieur strictement à Q plus 1, et ce Q plus 1, elle est inférieure ou égale à P. En définitive, le P inférieur strictement à P est ce qui est absurde. Donc, en conclusion, il existe un unique P qui appartient à Z, tel que le P inférieur ou égal à X inférieur strictement à P plus 1. Et ce P, ça s'appelle la partie entière de X. En fait, qu'est-ce qu'on a fait à un réel X quelconque? Je suis sur la droite numérique. Généralement, cette idée, on l'utilise beaucoup dans les représentations, soit des courbes de fonctions, soit dans certains problèmes de géométrie analytique. Si je veux représenter un réel X quelconque, je prends un X qui appartient à quelconque et je veux le présenter par rapport à des points dans sa droite. Eh bien, je cherche toujours un entier tel que le X, il est compris entre cet entier et l'entier suivant. Par exemple, si je veux représenter la racine de 2, alors la racine de 2, elle est comprise entre 1 et 2, et voilà, c'est 1 et 2. Elle est là, elle est quelque part la racine de 2. Mais pourquoi? Parce que la racine de 2 au carré, elle est égale à 2, et je sais que 1
inférieur strictement à 2, inférieur strictement à 4. Si je passe à la racine carrée, je trouve ici 1, racine de 2 et 2. Donc, propriété qu'on utilise beaucoup en géométrie. Et voilà donc, la démonstration, elle est là. Donc, vous allez la revoir à tête reposée. On continue donc. Comme exercice, qu'en pensez-vous du raisonnement suivant établissant l'unicité de P? On a déjà montré l'unicité de P. Que pensez-vous de ce raisonnement? Voilà. Comme P est la borne supérieure de A, et vu l'unicité de la borne supérieure d'une partie non vide imaginaire majorée de R, alors l'unicité d'un entier relatif vérifiant les conditions de la proposition précédente est assurée. Une petite remarque. Pour tout x dans R, E de x, la partie entière de x, est le plus grand élément de Z, vérifiant la propriété qui dit que ce nombre est inférieur ou égal à x. En fait, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x tout court. Et ça veut dire que si j'ai un entier quelconque dans Z et Q inférieur ou égal à x, alors Q inférieur ou égal à la partie entière de x. Deuxième remarque, il existe un unique P R appartenant à Z croix 0, 1, tel que le x égale à P plus R, pour n'importe quel x, bien sûr, qui appartient à R. En fait, c'est une habitude humaine qui est naturelle. Lorsqu'un groupe de personnes veulent diviser quelque chose entre elles, chacune d'elles essaie de calculer dans sa tête sa partie entière et cette quantité de cette quantité. Mais bien sûr, ce langage, il y est au rationnel, au nombre rationnel. Maintenant, on va attaquer le concept de nombre décimaux. Si je prends un x qui appartient à R, un concept très important qui vient d'être mis en évidence, mais pas avec une clarté aussi forte, est que la partie entière, c'est une approximation naturelle ou bien entière d'un nombre réel donné. Mais cette approximation a pour amplitude 1. Ça veut dire que je peux mettre toujours un nombre réel entre deux entiers consécutifs. Donc, le concept d'approximation, bien des valeurs approchées, a un lien avec un concept très important, fondamental, que nous avons évoqué dans l'introduction de ce chapitre, c'est la valeur absolue. Donc, la valeur absolue, vous l'avez déjà vu au tronc commun marocain. Je vais en rappeler la définition et quelques propriétés. Donc, si je prends x un nombre réel, on appelle valeur absolue de x et on note valeur absolue de x comme ça, le nombre réel qui est égal au maximum de x et de moins x. Une petite remarque, géométriquement, la valeur, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x, elle est égale à x, x supérieur ou égal à 0, et si elle est moins x, c'est x inférieur ou égal à 0. On trouve ainsi l'idée signalée dans l'introduction de ce chapitre qui dit que sur la droite numérique, avec OI égale à 1, la valeur absolue de x est la distance OM, où M est le point d'abscisse x. Voilà la droite numérique, voilà O, voilà I, voilà j'ai un M ici d'abscisse x et un autre n d'abscisse y. Donc la valeur absolue c'est la distance entre O et M, et la valeur absolue de y c'est la distance entre O et n, ce point-là. Quelques propriétés de cette valeur absolue. Donc les propriétés suivantes sont connues et démontrées au tronc commun marocain, les chapitres 3 et 4 de ce programme. Donc voilà ces propriétés, elles sont là. Essayez de les voir, vous les connaissez. Donc je tiens à rappeler ça, vous l'avez dans le polycopie. Définition maintenant des nombres, des approximations, parce que j'ai déjà dit que le concept d'approximation il est déjà dans l'encadrement que nous avons déjà fait
en élément ou bien en nombre entier. Étant donné un nombre réel x, y positif, on dit qu'un nombre réel a est une valeur approchée ou bien une approximation de x à y près, si seulement si x moins a en valeur absolue inférieure strictement à y, ou encore la valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à y. Une petite remarque que j'ai déjà dit, c'est que la partie entière d'un réel x est la meilleure approximation entière de x1 près. Dans la pratique, nous avons besoin de connaître des valeurs décimales approchées d'un nombre réel et rationnel ou rationnel avec une certaine précision. En fait, nous verrons que tout nombre réel admet un développement décimal illimité, ce qui est une façon plus naturelle et plus intuitive de représenter les nombres réels. C'est ainsi que 1 égale à 0,99, une infinité de 9. Racine de 2, c'est 1,4142 et ainsi de suite. Le nombre E que vous avez eu au baccalauréat lorsque vous avez attaqué les fonctions logarithmiques et exponentielles, c'est 2,71 et ainsi de suite. Le nombre pi, ce sont trois nombres 1, 2, 3 qui sont irrationnels, 3,1415 et ainsi de suite. Et on a la définition suivante. On appelle nombre décimal tout nombre réel pouvant s'écrire sous la forme suivante: a sur 10 à la puissance n, où a appartient à z, puis n appartenant à n et sur. On note grondé l'ensemble des nombres décimaux. On a bien sûr z est inclus dans d, d est inclus dans q, et le q est inclus dans r. Il manque ici le n étant inclus dans z. Un exemple, ou bien des exemples de nombres décimaux, donc 23,145, c'est un nombre décimal. 23,145 il est égal à ça, je peux l'écrire comme ça. Moins un quart appartient à d, c'est un nombre décimal quart, je peux l'écrire comme ça, c'est moins 25 sur 10 au carré. Mais un tiers n'appartient pas à d, essayez de le montrer. Et on a la propriété fondamentale suivante. Étant donné un nombre réel x, donc soit un nombre réel x quelconque et un entier naturel k. Alors, il existe un nombre décimal unique xk tel que 10 à la puissance k fois xk appartient à z, et xk inférieur ou égal à x inférieur strictement à xk plus 1 sur 10 à la puissance k. Essayons, ce xk bien sûr, d'après cette double inégalité, est une approximation décimale de x à 10 puissance au moins k. Prêt. Essayons de faire la preuve, excusez-moi. Soit x un nombre réel et k un entier naturel. Alors, la partie entière de 10 puissance k fois x, c'est 10 inférieur ou égal à 10 puissance k fois x, inférieur strictement à cette partie entière plus 1. D'où en divisant le tout par 10 puissance k, j'obtiens la chose suivante. Donc, composant xk égale à ce nombre, la partie entière de 10 à la puissance k, x sur 10 puissance k, on a les propriétés suivantes. Si je multiplie 10 puissance k fois xk, j'obtiens cette partie entière, qui est un élément de z bien sûr. Donc, 10 puissance k fois xk appartient à z. Et on a bien sûr xk inférieur ou égal à x inférieur à xk plus 1 sur 10 à la puissance k. Ça vient d'ici. C'est exactement cette double inégalité. Maintenant, on a montré l'existence. Ça veut dire qu'il existe un xk. Vérifions cette double inégalité avec bien sûr 10 puissance k xk appartient à z. Unicité. Je vais prendre un yk, un autre élément de r, tel que 10 puissance k yk appartient à z, et le x est compris entre ça. Maintenant, on va montrer que yk égale à xk. Donc, ce n'est pas une démonstration par l'absurde, c'est une démonstration par déduction ou bien par implication successive. En multipliant bien sûr cette double inégalité par 10 puissance k, celle-ci, on obtient la chose suivante. 10 puissance k y k, là, inférieur ou égal à 10 puissance k fois xk, là, et plus, inférieur strictement à 10 puissance k y k, 10 puissance k fois 1 10 puissance k, elle est égale à 1. Or, ce nombre appartient à z. Par supposition, parce qu'on a supposé, ou bien on a pris un élément y appartient à r, vérifions les deux propriétés, celle-ci et celle-ci. Donc celui-là appartient à z, et je vais utiliser une propriété déjà citée
lorsqu'on a évoqué ou bien introduit la partie entière, et plus précisément la remarque concernant sur la partie entière. Donc, la partie entière de 10 puissance k de ce nombre-là, la partie entière de celui-là, elle est égale à 10 puissance k fois yk. Pourquoi? Parce que celui-là est un entier, celui-là est un autre entier, et la différence entre ces deux entiers, elle est égale à 1. Et par suite, yk, elle est égale à quoi? À la partie entière de 10 puissance k, x sur 10 puissance k, qui n'est rien d'autre que xk. Par ailleurs, d'après cette double inégalité, en retranchant le x des trois membres de cette double inégalité, on obtient 0 inférieur ou égal à x moins xk, inférieur strictement 1 sur 10 puissance k, est alors la valeur absolue de x moins xk, inférieur strictement à 10 à la puissance moins k. Donc, xk est une approximation de x à 10 puissance moins k, et 10 puissance k fois xk appartient à z, donc xk est un nombre disciple.